La densité n'est pas la seule question qui est posée avec le concept de la ville des 15 minutes. Je rappelle que nous souhaitons euh, proposer une manière de vivre polycentrique avec une accessibilité à des services essentiels à courte distance par une mobilité décarbonée. Nous parlons de ville des 15 minutes pour les zones denses, ville des 30 minutes ou territoire des 30 minutes pour des zones moyennement denses, voire peu denses. Donc, c'est un concept qui s'applique dans beaucoup des configurations, des grands territoires jusqu'à même des petites ruralités. Et ce qui nous intéresse par rapport à la densité, c'est pouvoir mutualiser un certain nombre de services pour que économiquement l'équation soit viable. Nous parlons d'une équation qui est une écologie pour favoriser une mobilité les plus bas carbone possible, forcément à pied, en vélo ou alors en transport en commun, mais nous voulons aussi développer une économie locale, beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'activités avec des circuits courts, l'emploi des matériaux également locaux et créer et régénérer des compétences et des savoir-faire qui évitent les longues distances pour aller et travailler, qui sont épuisants et qui sont de ressources également d'émissions de CO2. Et on veut régénérer des interactions sociales. Donc la densité, c'est ce qu'on appelle, nous, la densité organique, c'est-à-dire la densité à l'échelle humaine. À ne pas confondre avec la promiscuité, quand on a beaucoup de gens qui vivent dans un endroit de manière verticale ou horizontale, sans savoir donc ce qu'on appelle l'espace vital indispensable pour retrouver sa dignité. Mais bien sûr, pour avoir cette vision polycentrique, ce qu'on appelle la proximité heureuse, peu importe si c'est 15 minutes ou 10 ou 28 ou 32, la densité ne suffit pas. Il faut surtout qu'il y ait de l'accès à des services. Donc, nous parlons des services dans lesquels on puisse travailler, par exemple, de quelques heures à quelques jours sans des grands déplacements, aller là où il faut parce qu'on a absolument besoin, mais pas parce que c'est une obligation. Le commerce local, les activités médicales, les services, la culture, l'éducation, le théâtre, les espaces publics et le sport, tout ce qui concourt à créer, avec des services, une meilleure qualité de vie. Et pour finir, j'ai dit aussi qu'on doit accompagner la densité de la technologie pour accéder au travers de la technologie à des meilleurs services qui peuvent être faits à distance. On le voit dans le secteur médical, on le voit également dans le secteur éducation, pédagogie et culture. Et pour finir, la mixité. La mixité est essentielle parce qu'il s'agit de lutter contre la gentrification et pas faire quelques quartiers de qualité et d'autres quartiers où la qualité n'est pas au rendez-vous parce qu'elle sera accessible uniquement par rapport à un prix au mètre carré pour des gens qui ont des revenus. C'est pour ça que nous parlons de la mixité sociale à travers l'habitat social pour l'avoir partout et non uniquement dans quelques endroits. On a trop longtemps vécu dans des villes gentrifiées, zonifiées, segmentées, avec la ville des 15 minutes. On veut au contraire une ville qui soit ouverte à tous. Et donc, il nous faut aussi cette mixité sociale, en plus de la mixité fonctionnelle. Au travers de l'histoire de l'urbanisme moderne, on l'a vu avec le mouvement de Jane Jacobs en Amérique du Nord. Ouais. Elle était canadienne, elle s'est battue aux États-Unis pour garder cette notion de ville vivante. Je rappelle que c'est elle qui a la première posé ce concept de Living City. Et par la suite, les Congress for the New Urbanism, des New Pedestrianism, des urbanistes comme Christopher Alexander
aux États-Unis. Et plus proche de moi, en Europe, et mon ami Jangel, en 1992, il a écrit un livre, Cities for People. Il a montré, ils ont montré qu'il était possible de développer ce qu'on appelle l'échelle humaine de la densité pour offrir une architecture innovante, qu'il soit organique, qui utilise des matériaux résilients. Aujourd'hui, par exemple, on les a par rapport au climat, mais également la ventilation naturelle, la lumière naturelle, qui soit posée sur des zones vertes pour avoir un espace et, en accord avec la nature, avoir de l'eau à proximité et créer des espaces qui soient, même en verticalité, des rencontres avec les gens. Donc, on a pu voir avec des gestes architecturaux comment on pouvait, par exemple, créer des cursives pour que les gens se rencontrent, et des urbanistes, des architectes importants, et, comme Björk Ingels, et avec son agence Big, a montré comment on peut créer des bâtiments de plusieurs étages, mais dans cette vision et des rencontres humaines. On a vu comment utiliser les rooftops pour avoir des espaces communs. On a vu comment on peut créer des bâtiments surélevés et dans lesquels la partie basse devient un espace public. Aujourd'hui, la maîtrise de la technologie de matériaux nous permet d'envisager des gestes architecturaux qui sont en face avec un urbanisme des nouvelles générations, dans lesquels est-ce qu'il faut privilégier la rencontre autour des habitants pour que ce ne soit pas tout simplement, comme on dit en France, des cages à lapins dans lesquelles on met les gens, chacun avec son ascenseur qui l'amène dans son couloir et on n'a rencontré personne. Aujourd'hui, la densité à l'échelle humaine privilégie faire de telle sorte que l'habitat vertical reste en petite dimension, offrant cette notion enveloppante de l'écologie. Je rappelle que l'écologie, ça vient de deux mots grecs, oikos et logos. Oikos, c'est la maison, la connaissance de la maison. Et c'est pour ça que nous devons parler du geste architectural d'intérieur et d'extérieur comme une continuité. La densité a été très mal vécue parce qu'elle a été vue uniquement dès l'intérieur. On a fait des bâtiments avec des cubes sans qu'il y ait la notion de résilience ni climatique, ni phonique, ni thermique. Des bâtiments énergivores, chacun avec sa fenêtre et déconnecté. Si on s'intéresse à ce qu'on appelle donc l'écologie dans l'essence de la maison, on va raisonner à l'intérieur, à l'extérieur, en haut et en bas, de manière transversale pour offrir des services où effectivement les gens, les habitants, sont considérés comme des personnes qu'on doit dignifier et à qui on doit offrir un ensemble de services qui constituent ce que nous appelons la haute qualité de vie, qui est ce que nous cherchons, la haute qualité de vie sociétale. Il y a effectivement une différence, rien que par rapport à l'espace en tant que tel, entre les villes européennes et les villes nord-américaines. Et ces différences, elles concernent un style de vie plus récent. L'Amérique du Nord a une urbanisation plus récente que les urbanisations européennes. Nous avons des villes en Europe millénaires. Les villes américaines, elles sont beaucoup plus récentes. Et elles sont très différentes entre un Montréal, un Québec, Vancouver, pour parler d'Amérique du Nord, et New York, Boston, et Chicago, Miami, qui ont des gestes architecturaux qui se sont faits également dans
une certaine idée des densités importantes. Mais c'est vrai qu'il coexiste un modèle qui est, qui est celui de la ville étalée. De la ville étalée où j'ai ma maison isolée, individuelle, avec mon green, avec mon terrain, où j'ai mis mon drapeau, et pour lesquels j'ai accès à des services. Mais il faut dire aujourd'hui que le changement climatique nous concerne tous, qu'on vive à New York, qui a été touché par des événements météorologiques importants, et à New Orleans, mais également dans l'Arizona ou dans le Texas ou dans les banlieues où on a cette ville étalée. Le changement climatique nous concerne tous. Il ne va pas épargner une zone par rapport à une autre. Nous sommes tous concernés par les impacts que cela génère. La crise énergétique, elle est également présente aujourd'hui partout et on le voit avec la guerre en Ukraine, avec les incertitudes sur le canal de Suez qui pèsent. Il y a une vraie crise également de l'énergie qui menace également tout le monde. Et la crise économique, on sait aussi que c'est difficile. La pratique de l'étalement est une pratique qui n'est pas du tout durable. Et il consomme beaucoup de ressources. Elle consomme beaucoup de ressources de la collectivité. Il faut amener de l'éclairage, il faut amener de l'électricité, il faut amener les fluides, l'eau, il faut amener les eaux usées, les reprendre. Il y a énormément de services qui sont à amener pour des personnes qui vivent de manière isolée et qui coûtent très cher à toutes les collectivités. Donc, il faut être conscient que mon modèle où je suis seul dans ma maison est un modèle qui coûte cher à toute la société. Si je rajoute les coûts qui représentent la voiture individuelle, parce que je suis dépendant de la voiture, la contribution aux émissions de CO2 et aux particules fines, c'est un modèle qui ne peut pas durer dans les 20-30 années à venir. Il a été présent 30 ans ou 40 ans, mais je dis, c'est un modèle que sera d'une manière ou d'une autre mis en cause par ces menaces qui pèsent aujourd'hui, climatiques, énergétiques et crise économique. On a vu aux États-Unis ce que ça signifiait la crise économique de 2008 par rapport aux prêts qui étaient donnés aux gens pour acheter des maisons individuelles à des gens qui n'avaient pas même les moyens de se payer. Et on a vu la crise quand tous ces prêts n'étaient plus en capacité d'être honorés. Et donc, la crise qui a touché la totalité de la planète. Donc, aujourd'hui, c'est une question de conscience avec soi-même, les nouvelles générations, avec notre manière de vivre à tous, parce que nous sommes tous connectés. C'est un discours qui nous amène à ce qu'on appelle est-ce que je suis conscient qu'il faut changer de mode de vie, que ma maison isolée avec ma piscine, avec mon drapeau, consomme beaucoup de ressources collectivement. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une poussière magique qui fera changer le genre de vie, c'est beaucoup de pédagogie pour qu'on prenne compte qu'il faut avoir un autre modèle avant qu'il soit trop tard ou que les événements météorologiques viennent obliger les gens à changer de mode de vie.